Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à des interrogations déroutantes et parfois passionnantes, à la fois la place de la femme aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes juives militantes. Nathalie Tenenbaum, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous avez commencé votre carrière à Sciences Po, des études universitaires à New York. Aujourd'hui, vous êtes membre du CA de l'ICUJ, vous travaillez à la Fondation Rothschild et vous êtes vice-présidente de la Lecture Sefer. C'est ça, la Lecture Sefer? Lecture Sefer, l'association Lecture Sefer. À vos côtés, Sandra Jérusalemi, vous êtes la coordinatrice du SNEJ, de l'Alliance israélite universelle. Vous êtes passionnée par le judaïsme, de l'étude, et vous êtes, trésorière de Lecture Sefer. C'est ça, bonjour. Alors, merci de nous recevoir. Lecture Sefer a été fondée par le professeur Liliane Vanna en 2012. Le groupe Lecture Sefer organise de nombreuses rencontres dans le cadre de l'ICUJ. Alors, on a la chance d'avoir le professeur Liliane Vanna à l'antenne. Liliane Vanna, pourquoi cette nouvelle organisation? Est-ce qu'elle répondait à un besoin? Est-ce qu'elle répondait à un manque? Merci de me poser cette question. Oui, elle répond à un besoin et à un manque parce que maintenant nous sommes constitués en communauté et il y a un manque dans le judaïsme orthodoxe en France et ailleurs d'un lieu où hommes et femmes, je dis bien hommes et femmes, peuvent participer à l'office, à la liturgie, au Dvar Torah, au déroulement d'un office religieux. Le besoin de spiritualité est commun aux hommes et aux femmes et malheureusement, pour le moment, les femmes sont exclues de l'office religieux. La communauté Lecture Sefer que nous venons de créer répond à ces besoins et d'ailleurs le public qui vient depuis la création de Lecture Sefer, même avant d'être constitué en communauté, témoigne de ce besoin, témoigne du fait qu'on a besoin de ce lieu. Nous avons maintenant des couples avec des enfants en bas âge, des jeunes, un public vraiment intéressé par cet équilibre entre hommes et femmes dans la liturgie juive. Voilà, oui, merci beaucoup, professeur Liliane Vanna. On va poursuivre l'émission. Restez si vous voulez écouter l'émission en ligne. Et alors, je suis en face de Nathalie et Sandra. Alors, Nathalie et Sandra, la femme aujourd'hui dans la société, et dans la société juive aussi, elle peut être ingénieure, elle peut être archéologue, elle peut être médecin, elle peut être même astronaute. Est-ce que vous diriez que la femme juive a trouvé sa place partout, sauf à la synagogue? Je pense que, Rafi, ce que vous venez de dire est parfaitement juste et qu'on peut le déplorer. C'est un petit peu le constat, finalement, qui a participé notamment à la création de Lecture Sefer. Mais il y a tout un tas d'autres mouvements aujourd'hui dans la communauté qui se réclament aussi et qui réclament que, finalement, les femmes puissent acquérir plus de savoir et aussi puissent prendre plus de responsabilités, aussi bien dans les institutions juives qu'à la synagogue. C'est un fait et je pense que les gens qui nous accompagnent à Lecture Sefer, les gens qui nous ont formés, notamment le professeur Liliane Vanna, pour eux, leur constat, c'est de dire que finalement, le risque aujourd'hui dans la communauté, c'est de se priver de cette place des femmes, c'est d'empêcher les femmes d'accéder au savoir et à la prise de responsabilité dans les institutions et à la synagogue. Moi, je pense qu'il y a urgence. Je pense que je ne suis pas la seule à penser qu'il y a urgence, que c'est un constat alarmant qui nous a poussé à créer cette communauté. Sandra? Je pense effectivement, je rejoins ce que dit Nathalie, et je pense que c'est assez flagrant dans ce que nous disent les gens qui viennent dans nos offices. Ils ont l'impression d'avoir une bouffée d'air, de revivre, de découvrir quelque chose. Alors des fois, c'est une totale découverte parce qu'ils ne savaient pas, et ils sont contents d'entendre cette nouvelle voix et de savoir que oui, surtout les dames ont une place dans la synagogue, dans la vie juive, mais aussi les hommes en fait sont aussi ravis d'avoir cet espace parce que même si dans toutes les synagogues traditionnelles, ils ont leur place de fête, malgré tout, ils se sentent pas à l'aise parce qu'ils en ont marre
que qu'ils viennent seuls ou accompagnés, ils en ont marre de savoir que leur femme ou leur accompagnatrice n'a pas de place. Et donc c'est vraiment c'est ce que les gens nous renvoient aussi. Alors vous organisez un office que vous appelez orthodoxe avec une mechitza où les femmes lisent la Torah et montent Sefer Torah. Est-ce que c'est pas contraire à la halakha? Alors, c'est absolument pas contraire à la halakha. On a nous avons toutes étudié abondamment. Notre référent halachique est Liliane Vanna, et elle se base sur des poskim et des décisionnaires orthodoxes. Quand on étudie la loi, il n'y a pas de contradiction sur cette question. C'est vrai que de manière générale, sans avoir de discussion halachique sur le sujet, on peut dire que la femme a l'obligation de prier, a la possibilité de monter à la Torah, mais qu'en termes de représentation publique, il y a tout un tas de décisionnaires qui soit l'en empêchent, qui soit disent qu'en fait, ce n'est pas respectueux à l'égard de la communauté. Mais donc c'est la question du Kavod avoir une HaTzibour. représentation publique sur le plan culturel, sur le plan politique, mais sur le plan de la pratique religieuse, certains vous retorqueront que vous n'êtes pas dans le cadre défini par les sages d'Israël. C'est juste, mais en fait, c'est un référentiel. Je pense qu'il est effectivement un référentiel qui existe dans la communauté. Mais je crois qu'il y en a d'autres et que justement, pourquoi choisir ce référentiel-là et pas un autre et d'autres qui sont à l'image de la richesse et de la tradition d'Israël, de la diversité des traditions d'Israël, comme la diversité des opinions des poskim, des décisionnaires sur ce sujet. Je crois qu'en fait, l'objectif de Lecture Sefer, et c'est ça qui est important de rappeler, c'est un objectif d'inclusion, de participation, de faire ensemble. En fait, donc, on fait effectivement, comme vous le dites, par des choses très simples, une assise parallèle qui n'a rien de révolutionnaire. On ne remet pas en cause la halakha en disant femmes et hommes sont assis parallèlement à la Teva. Je pense que c'est une chose qui pourrait être implémentée dans l'ensemble des synagogues en France. C'est juste le fait que les femmes sont plus proches de la Teva et pas à l'étage ni derrière. Donc, on est déjà un petit peu plus impliqués par cette position. Ensuite, effectivement, on participe à certains passages de l'office. On est appelé à monter à la Torah comme les hommes, des femmes et des hommes peuvent lire certains passages de la paracha, mais il n'y a pas que ça. Des enfants participent notamment à tout un tas de lectures ou de chants. Donc ça donne un côté très familial et très convivial, comme l'a mentionné tout à l'heure le professeur Liliane Vanna. Et parfois même souvent le Dvar Torah, ou le petit mot d'accueil avant la Kriyat Torah, c'est quelqu'un de la communauté qui va pouvoir avoir la chance d'y travailler et de le prononcer. Donc ça va bien au-delà d'une revendication, évidemment, c'est une participation active pour tous. Sandra, à écouter Nathalie Tenenbaum ou à écouter d'autres personnes, on pourrait penser que le judaïsme est intrinsèquement misogyne, ou au contraire, est-ce que, d'après vous, Sandra Jérusalemi, le judaïsme reconnaît la place éminente, privilégiée de la femme juive dans l'histoire de la foi ? C'est évident que le judaïsme laisse une grande place à la femme. Quand on regarde tous les récits bibliques, il y a énormément de femmes de pouvoir, des femmes d'influence dans le récit biblique. Dans le Talmud, c'est autre chose, mais il y a aussi des grandes femmes comme Brouria. Voilà, il y a aussi des figures féminines dans le Talmud également. Donc oui, le judaïsme laisse une place à la femme. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut y voir ? Et voilà, c'est ce que disait Nathalie, il y a plusieurs référentiels et nous, on est là-dessus. En tout cas, c'est important en France qu'il y ait un pluralisme et que toutes les voix puissent être entendues. Et si ce n'est pas la sensibilité, si les gens qui n'ont pas envie d'entendre des femmes lire la Torah n'ont pas besoin de suivre, mais il y a énormément de gens qui cherchent ça, qui cherchent cette ouverture, qui cherchent justement ce pluralisme. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Alors, votre communauté, vous organisez des offices, la lecture du Sefer Torah, vous faites le commentaire de la Torah, il y a une mechitza, mais tout ça paraît un peu confus parce que vous êtes, si j'ai bien compris, un espace
espace de rencontre, de dialogue ouvert et libre. Vous n'êtes pas un lieu de décision doctrinale. Vous n'êtes pas là pour dire votre désir n'est pas de dire la loi, mais plutôt de permettre une rencontre qui serait féconde et plurielle, où s'exprime le statut de la femme dans un contexte sociétal et en perpétuelle évolution. C'est ça ce que veut votre communauté ? Ce que nous essayons de faire, c'est en fait d'utiliser toutes les possibilités que nous autorise et que nous permet la halakha pour participer en tant que femme activement. Mais vous ne pouvez pas dire ça, Nathalie Tenenbaum, à l'office. parce que c'est ce que vous faites, c'est contraire. Certains, vous allez vous interroger, c'est contraire à la halakha. Non, ça ne l'est pas. Une femme ne peut pas monter au Sefer Torah. Je pense que quand on ouvre les nombreux textes, que ce soit les nombreux textes des décisionnaires ou aussi bien la Gemara ou la Mishnah, on voit bien que c'est un sujet qui est débattu et finalement où il y a très peu de positions tranchées. Voilà, un des posek les plus récents, Ovadia Yosef lui-même, disait qu'il faut laisser une femme lire la Torah. Donc je crois que cette manière de réfléchir, en fait, c'est une manière de dire on ne le fait pas, ça ne se fait pas. Et finalement, c'est là où j'en reviens à ce que je souhaitais dire. Aujourd'hui, on vit dans une communauté juive en France qui a une pensée très uniforme et très uniformisante. Et en fait, je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'utiliser les possibilités que nous autorise la halakha pour aller aussi loin que possible dans cette part active, dans cette mobilisation, dans cet engagement. Chacun le vit différemment. Mais ce qu'on cherche surtout, en fait, c'est à lutter contre cette forme d'enfermement, cette polarisation de la communauté où on vous dit vous êtes orthodoxe, vous êtes libéral, vous êtes Chabad, Lubavitch. En fait, c'est assez pessimiste cette vision de la communauté parce qu'on ne valorise pas le faire ensemble. Nathalie Tenenbaum et Sandra, vous comprenez qu'il y a une confusion, c'est-à-dire on ne sait pas où vous êtes libéral ou Massorati, mais vous ne pouvez pas vous dire orthodoxe en organisant des offices comme ça. C'est comme ça que les gens vous perçoivent. Est-ce que vous avancez pas masqué ? Eh ben, c'est qu'on a l'habitude de voir une tradition orthodoxe, on a l'habitude. On a ce qu'on connaît et il y a ce qui est possible. Comme dit Nathalie, on fait ce qui est possible dans le cadre de la halakha. Et certes, les gens n'ont pas l'habitude, mais c'est OK. Et pardon, je perds mes mots. J'en perds mes mots. La place de la femme juive dans cette vision qu'expliquait Nathalie, c'était un nouveau regard qu'il faudrait avoir sur la femme juive. C'est ça, l'idée en fait, et c'est un challenge aujourd'hui pour nous. Je pense que c'est pas un challenge dans les textes parce que les textes nous laissent cette possibilité, mais il y a un challenge de réflexion pour pouvoir réinventer finalement, utiliser la halakha et réinventer la place de la femme. Effectivement, on a conscience de ne pas être dans des rôles très traditionnels, c'est vrai. Néanmoins, on a pas mal d'exemples dans l'histoire, dans les textes, et particulièrement c'est vrai depuis les années 80 où le féminisme a fini par contaminer la sphère juive. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte difficulté pour nous à nous dire que, comme vous l'avez mentionné, Rafi Marciano, on a un univers de possibles qui s'ouvre à nous sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, sur le plan professionnel, sur le plan d'une acquisition des savoirs. Et je dis ça en tant que maman aussi d'une jeune fille juive. Qu'est-ce qu'on leur laisse à elles comme possibilité dans le monde de l'acquisition du savoir, dans le monde de l'étude, dans le monde de la pratique et dans le monde de l'engagement vis-à-vis d'une vie juive. Finalement, est-ce que c'est pas une manière de lutter contre la désaffection aussi ? Nathalie Tenenbaum, tout ça, vous ne l'avez pas dans la vie juive, dans le judaïsme, vous l'avez tout ça. Parce que quand je suis désolé, je vais vous dire, moi je suis marié avec un chef d'état-major. Donc je vois que la femme juive a une position privilégiée dans le judaïsme. Je ne connais pas de lieu où on relègue la femme sur le côté de la route, etc. C'est une impression. Peut-être que c'est vrai qu'il faut faire évoluer les choses, mais quand vous regardez le côté, pas conservateur, mais le côté traditionnel de la communauté, est-ce que vous ne risquez pas de heurter
C'est-à-dire vous organisez un minyan dites-vous orthodoxe, un Shabbat mensuel avec Mechitza, vous faites la lecture de la Megillah, mais tout ça vous l'avez dans les communautés traditionnelles. Pourquoi vouloir aller à l'encontre de cet état de situation du judaïsme aujourd'hui? Monsieur Rafi Marciano, je pense qu'en fait vous ne connaissez pas le point de vue d'une femme dans une synagogue, et dans une synagogue, dans les espaces liturgiques, mais aussi dans les espaces communautaires. Hier encore, on me disait qu'il y a des synagogues qui organisent des cours d'hébreu, d'ulpan, pour hommes et pas pour femmes. Je croyais pas que ça existait. C'est plein d'exemples comme ça. Évidemment, la Mechitza opaque, le grand rideau qui cache les femmes, mais qui du coup empêche les femmes de voir et de participer à l'office. Une femme, quand on va à la synagogue, on y va pour s'asseoir et écouter et attendre que quelque chose se passe. Et encore, quand on nous autorise, puisqu'avec la période de Covid, les femmes ont été les premières exclues par manque de place pour on peut prendre aussi l'exemple sociale du Kaddish, qui est quand même l'exemple le plus éloquent pour aller dans le sens de ce que dit Sandra. Aujourd'hui, une femme endeuillée ne peut pas, dans les synagogues traditionnelles, dire Kaddish. Et pourtant, c'est pas si simple de lui permettre de dire Kaddish pour les personnes disparues qui lui sont chères. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les institutions juives traditionnelles que nous connaissons ne permettent pas ce type d'aménagement? En fait, c'est là-dedans concédant finalement ces impossibilités ou cette absence de volonté d'aménagement finalement de l'espace rituel pour prendre en compte différentes situations qui sont évidemment des situations féminines. Nous aussi, on pourrait dire, Rafi Marciano, vous avez dit que notre démarche heurte. C'est une réalité, j'en ai bien conscience. Mais nous aussi, nous sommes heurtés, parfois, dans notre vie juive, par tout un tas de situations. En fait, l'absence de possibilité d'étudier de manière approfondie, si on le souhaite, certains éléments. Aujourd'hui, en France, une petite fille dans une école juive ne peut pas étudier la Gemara. Pour quelle raison ? Je pense pas qu'on trouvera une raison chez les grands décisionnaires. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont extrêmement heurtants aussi pour une femme, comme si à chaque niveau de sa vie juive, on lui mettait des impossibilités. Vous parlez d'un cours de Gemara mixte? Non, pas du tout. Un cours de Gemara entre filles. Il y a des cours de Gemara pour femmes. À l'école, en tout cas, ce n'est pas le cas. Voilà. Or, le principe de l'école, si on met ses enfants en école juive, c'est bien évidemment pour qu'ils aient un enseignement juif poussé. Donc, donc, je ne crois pas qu'on est des révolutionnaires. J'ai conscience que notre démarche peut heurter. C'est pas notre souhait. Mais il faut aussi réaliser qu'aujourd'hui, et c'est assez incroyable à entendre, c'est exactement ce que dit Sandra, il y a une forme de talibanisation très insidieuse de la vie juive en France qui fait que il y a plein de fins de non-recevoir sur des démarches qui semblent naturelles. Dire Kaddish, pouvoir dire quelques mots parfois même dans une synagogue au moment du Dvar Torah, après le discours du rabbin, pour honorer un être cher. La question des bat mitzvot pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles, ça aussi c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut que nos filles fassent une fête grandiose et uniquement ça, ou est-ce qu'on veut qu'elles s'inscrivent dans une démarche qui est celle d'une démarche de limoud, d'apprentissage d'une vie juive, pour ensuite la pratiquer? Et c'est pour ça que le professeur Liliane Vanna insiste toujours, nous sommes une communauté orthodoxe. Absolument. Mais est-ce que c'est une manière de se donner une légitimité qui n'existe pas? Qui existe, on l'a démontré, je pense. En tout cas, on a essayé de l'expliquer. Je pense que cette légitimité existe, mais c'est vrai que c'est une démarche inhabituelle en France. Aujourd'hui, de plus en plus, si on se réfère à ce qui se passe aux États-Unis, en Israël, Sandra, tu pourras en parler aussi bien que moi, et même mieux que moi, il y a de plus en plus d'offices de ce type. Oui, et c'est vrai, en plus, à côté, il y a de plus en plus de femmes qui connaissent le judaïsme mieux que les rabbins. Ça, c'est un peu broria. Mais cette idée, ça donne pas la légitimité. Ça donne une légitimité du savoir et de la connaissance. Je vais résumer. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce que je veux vous dire. Est-ce que vous diriez que votre nouveau combat, votre association, serait le nouvel espace où la parole sur les femmes deviendrait la parole des femmes sur les femmes? Des femmes parlent aux femmes.
C'est-à-dire que vous n'acceptez plus que ce soit les hommes qui parlent des femmes, mais c'est les femmes sur les femmes. Non, alors c'est important de rappeler du coup qu'on est une communauté avec des hommes, des femmes, des enfants, des gens de tous les âges. Dans notre équipe également, il y a des femmes mais des hommes également, et on a une équipe vraiment constituée avec beaucoup de bénévoles, et merci à tout le monde. D'ailleurs, ça peut être le moment de remercier aussi les autres membres du conseil d'administration, évidemment le professeur Liliane Vanna, fondatrice. Les CUGE qui nous accueillent, dont vous avez ouvert la porte, le centre communautaire de Paris à l'origine, et les CUGE depuis de nombreuses années maintenant pour chaque Shabbat, chaque mois qui nous accueillent. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très collégial, et en aucun cas nous ne sommes que des femmes. Nous sommes des femmes et des hommes. En aucun cas, on veut dicter une parole. Et on ne s'adresse pas à des femmes. Nous sommes une communauté qui voulons nous adresser à la communauté juive en France, à ceux qui se reconnaissent là-dedans, hommes et femmes, familles. Et ça se veut vraiment participatif, puisque nous avons un minyan orthodoxe participatif. Et je pense que c'est aussi, malgré tout, en plus des femmes qui lisent la Torah et la Haftara, c'est aussi ça notre révolution, c'est le côté participatif, puisque tout le monde peut participer à la prière, pas uniquement un rabbin, un officiant, et ça donne des choses très très conviviales justement. Et ça, les gens nous font des retours là-dessus aussi en nous disant je sais que je peux participer, ça me donne envie, je vais le faire moi aussi. Et ça change la vie. Et hommes et femmes du coup se sentent impliqués dans la vie juive. Et je pense que c'est aussi notre révolution dans la communauté Lecture Sefer. Vous n'avez pas peur d'être perçus comme des révolutionnaires dangereuses? Non. C'est un risque que nous assumons. Je pense que le professeur Liliane Vanna, la plus obstinée d'entre nous, l'a assumé bien avant nous, et quelque part elle nous montre la voie. Je crois qu'on essaie d'incarner un certain modèle qui peut heurter certains, qui peut susciter aussi des vocations pour d'autres. L'idée, c'est vraiment de conquérir avec détermination une place aux côtés des hommes. Telle qu'elle existe aujourd'hui, la synagogue ne répond pas à vos souhaits. C'est-à-dire, vous vous sentez marginalisé. La communauté Lecture Sefer. Vous ne trouvez pas votre place dans la synagogue actuelle. La communauté Lecture Sefer répond exactement à nos souhaits, en tant que, justement, où on peut participer à l'office, on peut apprendre les prières et les partager, et lire la Torah, s'approcher du parchemin, c'est quelque chose qui est formidable, et j'encourage hommes et femmes, s'ils n'ont pas déjà fait, depuis la bar mitzvah, ou même s'ils n'ont pas déjà fait, j'encourage vraiment hommes et femmes à se prendre ce rôle, de lire dans la Torah, de s'approcher du parchemin. Et j'aimerais dire en plus que, voilà, vous parlez de choquer ou de heurter, mais en fin de compte, les gens qui viennent à nos offices nous font ce retour mais finalement c'est très traditionnel, c'est juste qu'il y a aussi des femmes dans cet office. Ah, c'est minoritaire comme explication, mais vous ne pouvez pas convaincre ceux qui vous disent avec des œillères la halakha, que la halakha. Vous leur répondez quoi, Nathalie Tenenbaum? Je pense que... Est-ce que vous les comprenez d'abord? Est-ce que vous acceptez qu'ils aient cette vision? Absolument, mais je comprends le défi que cela représente aujourd'hui, comme à l'image de ce que vit la société française finalement. C'est pas très différent. L'inclusion des femmes, la parité, la recherche de l'égalité dans la sphère professionnelle, c'est un défi énorme pour la société française, voilà, et qui dure depuis 30 ans, 40 ans. Mais on vous répondra, qui n'est pas fini. Okay, donc j'ai bien conscience. Tous ces domaines, ok, mais le problème religieux est plus sensible. Eh bien, à ceux qui nous disent effectivement ce n'est pas possible dans la halakha, qui commencent par nous laisser de la place sur l'étude, sur des choses, voilà, Nathalie parlait du Kaddish et encore c'est religieux, mais sur les activités communautaires, même ça, en France, on n'a pas de place. Parce que vous n'établissez pas un dialogue avec ce type de public. Est-ce que vous avez cherché à dialoguer ? Bien sûr, régulièrement, en privé ou en public, je pense que... On cherche à dialoguer, on cherche à faire des choses ensemble, à valoriser finalement se faire ensemble. Je crois que ce qui est important de mentionner, c'est vrai, on a conscience que dans la communauté juive française, on a une communauté qui est inquiète, qui est peureuse face au changement, mais parfois jusqu'à la paralysie. Et en fait, je pense que le risque, il est là. En fait, le risque, c'est de se priver de bonne volonté, de savoir, de personnes qui veulent avoir une part active dans les institutions, dans le rituel, dans l'acquisition du savoir. Le risque, il est là, en fait. Vous voyez très bien un dayan femme au tribunal rabbinique?
Je pense qu'en France, c'est beaucoup trop tôt, mais je pense que dans d'autres communautés, c'est en bonne voie. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe en Israël, quand on voit ce qui se passe notamment aux États-Unis, où il y a cette fameuse école qui s'appelle Maharat, qui forme des femmes qui peuvent choisir d'avoir le titre de Maharat, de rabbin, de rabbin ou d'autres types de titres comme conseillère à l'Afrique. Je pense que eux, ils sont déjà en train d'avancer dans cette question par des rabbins qui sont pas des rigolos. Ce sont des gens qui ont étudié, et ces femmes, quand vous les écoutez, quand vous les regardez, quand vous les lisez, elles ont, comme vous l'avez dit, Rafi Marciano, elles ont parfois un background et des propos qui sont, somme toute, parfois beaucoup plus avancés et beaucoup plus sophistiqués que peuvent l'avoir certains rabbins en France. Vous sentez une certaine frilosité dans la communauté ? En France, oui. Aux États-Unis et en Israël, il y a justement beaucoup plus de pluralisme là-dessus, beaucoup plus de place, beaucoup plus d'ouverture et de diversité. Et c'est ce qu'on aimerait. On aimerait que la communauté juive, qui est justement très riche et très plurielle et très constituée, laisse de la place à ces diverses voix. Je crois que c'est une leçon aussi pour nos enfants, puisque finalement, même les gens que nous pouvons heurter, qu'est-ce qu'on souhaite tous finalement dans la communauté ? C'est qu'on souhaite que ça continue, que la vie juive continue pour nos enfants, que la vie juive continue pour tous et toutes, et donc donner cette espérance finalement, cette possibilité d'avenir et de changement. Je veux partager votre expérience. Comment je fais ? Où j'appelle ? On va sur Facebook, la communauté Lecture Sefer, ou par mail contact.lecturesefer@gmail.com. On vous répond, c'est nous qui vous répondons, et on a hâte de vous retrouver à nos prochains Shabbats. Le prochain sera le 8 janvier à l'Écuge. Voilà, merci beaucoup Sandra Jérusalemi, merci beaucoup Nathalie Tenenbaum, des femmes courageuses, et en tout cas on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas un déshonneur d'être en désaccord. Bravo, parce que les auditeurs avaient besoin d'écouter ce nouveau discours des femmes dans le judaïsme, des femmes fidèles à la tradition juive. Merci beaucoup. Merci Rafi.